Le doute est traditionnellement défini comme le manque de certitude, l'hésitation. Cette incertitude est présente dans la règle de droit. Comprend-on toujours son sens à sa simple lecture? La réponse est négative. Nous avons des doutes, c'est le quotidien des juges de devoir les lever. Ce doute sur la teneur du droit n'est pas sans difficulté pour eux. En effet, on sait que le Code civil oblige le juge à trancher. Face à un texte incertain, les juges n'ont d'autre choix que de l'interpréter au risque de se tromper. Ils vont alors tâtonner. Tous ne vont pas opter immédiatement pour la même interprétation. S'il est possible de considérer que cette incertitude est inhérente à la création du droit en raison de la nécessaire adaptation des règles de droit aux espèces, la maturation jurisprudentielle de la règle de droit génère un sentiment d'insécurité juridique pour les justiciables qui peut être à l'origine d'une certaine défiance à l'égard du droit. La Cour de cassation et le Conseil d'État ont un rôle unificateur. Ils sont là pour dissiper ces incertitudes. La difficulté est qu'il peut se passer de très nombreuses années avant qu'un justiciable forme un pourvoi devant la Cour de cassation ou un recours devant le Conseil d'État et leur permette ainsi de se prononcer. Afin de proposer un juste équilibre entre réflexion et sécurité juridique, certains ont le pouvoir de provoquer une levée du doute plus rapide. Le procureur général près la Cour de cassation ou le ministre compétent à la matière concernée peuvent pallier la carence des parties au litige en formant l'un un pourvoi dans l'intérêt de la loi, l'autre un recours dans l'intérêt de la loi. Le pourvoi dans l'intérêt de la loi est connu tant de la matière civile que de la matière pénale. En matière civile, on le trouve aujourd'hui dans la loi de 67 relative à la Cour de cassation. Un article indique, je cite, « Si le procureur général près la Cour de cassation apprend qu'il a été rendu en matière civile une décision contraire aux lois, aux règlements ou aux formes de procédé, contre laquelle cependant aucune des parties n'a réclamé dans le délai fixé ou qui a été exécutée, il en saisit la Cour de cassation après l'expiration du délai ou après l'exécution. Si une cassation intervient, les parties ne peuvent s'en prévaloir pour éluder les dispositions cassées. » En matière pénale, deux pourvois formés dans l'intérêt de la loi doivent être distingués. L'un, sur ordre du garde des Sceaux, est en réalité dans l'intérêt de la loi et du condamné. L'autre, formé sur la seule initiative du procureur général près la Cour de cassation, est dans le seul intérêt de la loi. Sa formulation reprend dans ses grandes lignes celle existante en matière civile. Ce mécanisme n'est pas propre aux juridictions judiciaires. On le retrouve sous un autre intitulé pour les juridictions administratives, celui de recours dans l'intérêt de la loi. Il s'agit d'une création prétorienne avec une logique identique à celle du pourvoi dans l'intérêt de la loi. Le recours dans l'intérêt de la loi est un recours subsidiaire pouvant être formé par le ministre concerné devant le Conseil d'État et qui n'est pas susceptible de remettre en cause les effets produits par la décision contestée. Possibles au sein des deux ordres juridictionnels, ces recours permettent aux plus hautes juridictions françaises de trancher des questions qui auraient pu mettre encore plusieurs années à arriver devant elles, voire ne jamais arriver devant elles. Et cela avec la particularité de ne pas remettre en cause les droits des parties au litige. En effet, qui dit recours dans l'intérêt de la loi dit annulation dans l'intérêt de la loi. Si une annulation dans l'intérêt de la loi intervient, ça veut dire que l'annulation de la décision des juges du fond ne peut pas être invoquée par les parties. Ils ne peuvent s'en prévaloir. Ces décisions ont ainsi l'intérêt de protéger la règle de droit elle-même en se contentant parfois de la rappeler, mais d'autres fois, et c'est ce qui nous intéresse, en la clarifiant. Ces décisions sont rares. Le pourvoi au recours dans l'intérêt de la loi n'en est pas moins un outil permettant parfois la dissipation du doute, outil qui peut s'avérer pertinent. Les pourvois au recours dans l'intérêt de la loi ont été utilisés pour dissiper un doute portant sur la règle de droit dans deux grandes hypothèses. Parfois, les incertitudes jurisprudentielles dissipées concernaient des questions de fond, d'autres fois, elles portaient sur des questions processuelles. Plusieurs pourvois et recours dans l'intérêt de la loi ont permis de lever des incertitudes jurisprudentielles portant sur des questions de fond auxquelles la société accorde une particulière importance. La matière civile illustre particulièrement bien ce point. Les plus fameuses illustrations concernent plus précisément le droit de la famille. La règle plus connue a été rendue par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation sur un sujet suscitant aujourd'hui encore le débat, l'adoption d'un enfant né à la suite de la conclusion d'une convention de gestation pour autrui. On l'oublie souvent, mais c'est à l'occasion d'une annulation dans l'intérêt de la loi que la Cour de cassation a posé le fameux principe selon lequel la convention par laquelle une femme s'engage, fût-ce à titre gratuit à concevoir et à porter un enfant pour l'abandonner à sa naissance, contrevient tant au principe d'ordre public de l'indisponibilité du corps humain qu'à celui de l'indisponibilité de l'état des personnes. Qu'ainsi l'adoption n'était que l'ultime phase d'un processus d'ensemble destiné à permettre à un couple l'accueil à son foyer d'un enfant,
conçu en exécution d'un contrat tendant à l'abandon à sa naissance par sa mère. Ce processus constituait un détournement de l'institution de l'adoption. Cette annulation dans l'intérêt de la loi a été vivement critiquée. Dans cette affaire, le pourvoi dans l'intérêt de la loi a une particularité. Il n'est pas fondé sur la violation de la loi, il n'y en avait pas sur ce thème, il est basé sur la violation de la propre jurisprudence de la Cour de cassation. Le procureur général près la Cour de cassation s'est expressément référé à ce précédent dans son pourvoi, indiquant qu'il emporte en cette matière particulièrement sensible, qui touche à un délicat problème de société et d'éthique, que soit mis fin à des divergences jurisprudentielles et que la sécurité juridique soit assurée. Peut être relevé son souhait explicite de mettre fin à l'incertitude provoquée par ces divergences jurisprudentielles. Cette dissipation du doute fut efficace. Dans la lignée de la clarification de la Cour de cassation, la première loi bioéthique de 1994 a consacré la nullité de toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour autrui. Autre question majeure, tranchée à l'occasion d'une annulation dans l'intérêt de la loi, la distinction entre kafala et adoption. Prévue par les lois algériennes et marocaines, loi prohibant l'adoption, la kafala est l'engagement de prendre bénévolement en charge l'entretien, l'éducation et la protection d'un enfant mineur au même titre que le ferait un père pour son fils. Elle ne crée pas de lien de filiation. Or, depuis une loi relative à l'adoption internationale de 2001, l'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution. Il est donc nécessaire de savoir si la kafala peut être assimilée à l'adoption. Certains juges tendaient à l'assimiler à une adoption simple, faisant quand même fi de la prohibition de l'adoption par les pays l'ayant instituée. Par 2 arrêts du 10 octobre 2006, la première chambre civile de la Cour de cassation a mis fin à cette pratique. La kafala ne peut pas être assimilée au mécanisme de l'adoption. Si les pourvois dans l'intérêt de la loi ont été propices à dissiper des doutes en matière civile, ils ne se contentent pas à cette matière. Une célèbre décision d'annulation dans l'intérêt de la loi a en matière pénale confirmé l'existence du viol entre époux. Un arrêt précédent de la chambre criminelle l'avait déjà admis, mais sa formulation avait été considérée comme ambiguë. Le pourvoi dans l'intérêt de la loi a permis de mettre fin aux hésitations. La présomption de consentement ne vaut que jusqu'à preuve contraire. Un dernier exemple parmi tant d'autres pour terminer cette déjà trop longue énumération, afin de montrer que même lorsque le pourvoi dans l'intérêt de la loi est rejeté, il peut permettre de dissiper un doute. Un procureur général près la Cour de cassation a habilement utilisé ce mécanisme pour obtenir au début des années 90 l'approbation de la Cour de cassation à la nouvelle définition du transfert d'entreprise posée par les juges du fond. Son action a permis de s'assurer très rapidement l'adhésion de la Cour de cassation à cette évolution et mettre fin aux incertitudes relatives au champ d'application de la poursuite des contrats de travail en cours en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur. Ces illustrations sont révélatrices de la dissipation du doute permise par le pourvoi dans l'intérêt de la loi face à ces questions de fond. D'autres annulations dans l'intérêt de la loi ont permis de mettre fin à des incertitudes processuelles. En 1990, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a répondu aux interrogations sur la nature de la formation de départage et conseil de prud'homme. La présence du juge bipartitaire est-elle susceptible d'entraîner un changement de nature de la juridiction prud'homale? La réponse est négative. Il ne s'agit pas d'une juridiction échevinale, mais d'une simple formation de la juridiction prud'homale. Autre exemple, au début des années 80, la Cour de cassation a mis fin aux interprétations divergentes des juges du fond quant à la compatibilité du versement d'une prestation compensatoire avec l'exécution provisoire. Un ancien article du Code de procédure civile disposait qu'hors les cas où elle l'est de droit, l'exécution provisoire pouvait être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estimait nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Pour certains, l'exécution provisoire était compatible avec le versement de la prestation compensatoire, pour d'autres, elle ne l'était pas. Le doute planait. Le pourvoi dans l'intérêt de la loi y a mis fin. L'exécution provisoire d'une condamnation au paiement d'une prestation compensatoire n'est ni incompatible avec la nature de l'affaire, ni interdite par la loi. Le Conseil d'État n'est pas en reste, il a notamment éclairci la référence au droit commun qui figure dans le Code de l'éducation concernant l'action récursoire que peut intenter l'État à l'encontre d'un instituteur, auteur d'une faute personnelle, ayant conduit à l'engagement de la responsabilité de l'État devant les juridictions judiciaires. Le droit commun visé serait-il alors le droit civil? Certains juges judiciaires et administratifs l'ont pensé, d'autres non. Le recours dans l'intérêt de la loi, formé par le ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, a permis au Conseil d'État de trancher.
Le juge administratif est compétent, l'action ayant trait au rapport de l'État et d'un de ses agents, et ne trouvant sa solution que dans les principes du droit public. Ces quelques exemples non exhaustifs permettent de constater que les pourvois et recours dans l'intérêt de la loi sont un moyen de lever rapidement des incertitudes jurisprudentielles. Reste alors à se demander si cette pratique est pertinente. La pertinence de la levée plus rapide du doute permise grâce au pourvoi ou au recours dans l'intérêt de la loi est discutée. Il leur est principalement reproché d'être un obstacle à la maturation jurisprudentielle. Cette critique, susceptible d'être relativisée, ne doit pas faire oublier que dissiper le doute portant sur une règle de droit est un objectif bienvenu en ce qu'il tente à assurer la sécurité juridique. Le pourvoi au recours dans l'intérêt de la loi peut être vu comme empêchant la maturation jurisprudentielle nécessaire des règles de droit. Si la construction lente et réfléchie de la jurisprudence évite des erreurs et des revirements des plus hautes cours, elle n'est pas forcément la panacée. La longue période de doute qu'elle laisse subsister est manifestement génératrice d'un sentiment d'insécurité juridique pour les justiciables. Il est donc tout autant loisible de penser qu'il vaut mieux prendre le risque que la Cour de cassation ou le Conseil d'État commettent une erreur d'appréciation, erreur qui sera toujours réparable, que de persister dans le flou. Si l'on pense à l'exemple de la gestation pour autrui, l'annulation dans l'intérêt de la loi a permis de clore rapidement le débat et la position a été confirmée par le législateur. À défaut de l'intervention rapide de la Cour de cassation grâce au pourvoi dans l'intérêt de la loi, des décisions contraires à des principes d'ordre public du droit français auraient pu perdurer durant des années. Cette annulation dans l'intérêt de la loi a permis de laisser du temps au législateur pour consacrer l'interdiction des conventions de gestation pour autrui. Les annulations dans l'intérêt de la loi ont le mérite de permettre d'assurer rapidement une stabilité de la jurisprudence, sans pour autant totalement figer la solution choisie. La solution n'est pas figée car la Cour de cassation et le Conseil d'État pourront eux-mêmes revoir leur copie et affiner leur positionnement lors de l'étude postérieure de nouvelles affaires. Certes, la dissipation du doute n'aura alors été que temporaire, mais elle aura au moins eu le mérite d'exister pendant un temps. De plus, les plus hautes juridictions ne sont pas les seules à pouvoir remettre en cause leur interprétation si celle-ci s'avère inopportune ou inadaptée à certaines hypothèses. Si le législateur considère que l'interprétation posée ne correspond pas à sa volonté, il lui est loisible d'édicter une nouvelle loi pour la briser. La règle que nous avons évoquée quant à l'exécution provisoire de la condamnation au paiement d'une prestation compensatoire a été très rapidement brisée par le législateur. Il l'a été moins de 2 mois après. Un décret est venu préciser que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l'exécution provisoire. En outre, les annulations dans l'intérêt de la loi demeurent exceptionnelles. Elles ne tendent pas de manière générale à remettre en cause la maturation jurisprudentielle. Cette levée rapide de l'incertitude est cantonnée par le procureur général près la Cour de cassation et les ministres à un champ d'intervention limité. Il est certes permis de s'interroger sur le critère de choix. Si pour certaines décisions, l'importance accordée par la société à la question peut justifier la recherche rapide de la dissipation du doute, pour d'autres, telles les questions processuelles, il est loisible de se demander si ce recours à une annulation dans l'intérêt de la loi était réellement nécessaire. La réponse peut être positive au regard du fait que la violation de certaines de ces règles procédurales n'a pas d'impact sur la solution donnée au fond du litige. Tel est le cas lorsqu'un juge incompétent aurait rendu sur le fond une décision conforme au droit. Il peut alors sembler préférable de relever l'erreur commise à l'occasion d'une simple annulation dans l'intérêt de la loi, insusceptible de remettre en cause les droits des parties. Le choix de former ou non un pourvoi au recours dans l'intérêt de la loi peut aussi certainement être le reflet de choix politiques, spécialement en ce qui concerne les recours formés par les ministres ou à leur demande. Quoi qu'il en soit, ceux-ci n'abusent pas de leur pouvoir. Ces recours sont très rares, ce qui leur confère d'ailleurs de la valeur. Les arrêts rendus dans l'intérêt de la loi sont dépourvus d'incidence matérielle, pas de poids moral. La critique de la nécessaire maturation jurisprudentielle n'est pas de nature à remettre en cause l'objectif bienvenu de dissipation du doute planant sur la règle de droit qui est poursuivi par les pourvois et recours dans l'intérêt de la loi. La dissipation plus rapide du doute par les plus hautes juridictions n'est pas l'apanage des pourvois et recours dans l'intérêt de la loi. Un autre outil plus récent et complémentaire, la saisine pour avis. Cette saisine, elle existe tant devant le Conseil d'État que la Cour de cassation. Le Code de la justice administrative dispose qu'avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est pas susceptible de recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'État. Une disposition similaire se trouve au sein du Code de l'organisation judiciaire pour la Cour de cassation. Avant de statuer sur une demande soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation.
Qui dit difficulté sérieuse dit doute. La saisine pour avis est donc aussi un moyen de dissiper rapidement le doute qui montre l'importance accordée à cette dissipation par le législateur. Sa création a conduit certains à penser que le pourvoi dans l'intérêt de la loi risque de ne plus avoir de raison d'être. Néanmoins, il est possible de considérer que la saisine pour avis n'est pas vraiment une concurrente des recours et des pourvois dans l'intérêt de la loi, elle aurait plus un complément. En effet, la saisine pour avis connaît des conditions plus restrictives. Néanmoins, le développement de ces différents procédés est révélateur de l'importance accordée à la dissipation du doute. Si l'objectif de dissiper le doute pour assurer la sécurité juridique est bienvenu dans l'absolu, il ne faut pas se voiler la face, la dissipation du doute n'est pas toujours au rendez-vous. Un récent arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation relatif à la fourniture des codes de déverrouillage d'un téléphone portable l'illustre. Un article du Code pénal dispose qu'est puni le fait pour quiconque ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, de refuser de remettre ladite convention aux autorités judiciaires ou de la mettre en œuvre sur les réquisitions de ces autorités. D'où une question, le refus de donner le code de déverrouillage d'un téléphone portable entre-t-il dans le champ de cette infraction? Autrement dit, qu'est-ce qu'une convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie? Une cour d'appel a exclu la constitution de l'infraction en présence du refus de révéler le code de déverrouillage d'un téléphone portable d'usage courant. Mais qu'est-ce qu'un téléphone portable d'usage courant? La Cour de cassation casse la décision, la notion de téléphone d'usage courant est inopérante. Le code de déverrouillage du téléphone portable peut constituer une convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie lorsque le dit téléphone est équipé d'un tel moyen. Le problème est qu'il ne semble pas non plus simple de savoir quand le téléphone est équipé d'un tel moyen. La Cour de cassation précise que son existence peut se déduire des caractéristiques de l'appareil ou des logiciels qui l'équipent, ainsi que par les résultats d'exploitation des téléphones au moyen d'outils techniques, utilisés notamment par les personnes qualifiées requises ou experts désignés à cette fin, portés le cas échéant à la connaissance de la personne concernée. Cela ne semble pas si aisé à mettre en pratique, quelques doutes perdurent sur l'identification des téléphones visés. Si la dissipation du doute n'est pas toujours présente, il est néanmoins loisible de penser que l'outil reste pertinent. En se contentant de déclarer qu'une violation de la règle de droit a été commise par les juges du fond sans remettre en cause les effets de la décision censurée, les magistrats des plus hautes juridictions françaises œuvrent pour la protection de la règle de droit, en contribuant notamment à la dissipation du doute pouvant l'entourer tout en ménageant la sécurité juridique. Si la sécurité juridique n'est qu'imparfaitement assurée par les annulations dans l'intérêt de la loi, il est permis de penser que l'insécurité juridique aurait été encore plus grande en l'absence de leur intervention. Le pourvoi ou recours dans l'intérêt de la loi peut ainsi être un outil pertinent de dissipation du doute.